Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sportive française avec un moteur français qui a fait rêver toute une génération de passionnés. Et non, c'est pas Alpine, c'est une concurrente, la Venturi. Le sponsor de cette vidéo, c'est Ovoco. Vous connaissez Ovoco? Ovoco, c'est une place de marché qui référence plus de 2500 casses auto dans toute l'Europe. En gros, si tu as besoin d'une pièce d'occasion pour ta voiture, tu vas sur leur site et tu la cherches, avec ta plaque d'immatriculation ou avec le modèle de ta voiture. Moi, j'aime bien chercher par modèle pour être sûr de pas me tromper. Et tu choisis celle que tu veux grâce aux photos qui te permettent de juger de son état. Et quand tu choisis une pièce, tu as même les photos de la voiture donneuse pour t'assurer que c'est vraiment la même bagnole que toi. Ensuite, c'est tout simple, tu passes commande et 4 à 6 jours plus tard, c'est livré chez toi. Par exemple, moi sur ma BM, j'avais un souci électronique qui faisait qu'à chaque fois que je m'approchais de la voiture, elle se déverrouillait. Nuit, jour, nuit, jour. Et je comprenais pas pourquoi. Et ça a continué jusqu'au jour où j'ai un boîtier qui a cramé. Ce boîtier, il s'appelle le boîtier Diversity. Chez le concessionnaire, il vaut un rein, voire deux. Sur Ovoco, 10 balles. 10 €. Du coup, je le commande, rien à perdre, 10 balles. Je me permets même de prendre une livraison express. Ça me coûte un peu plus cher. La pièce arrive, je la monte sur la voiture et hop, réparée. Bon, en vrai, elle était pas réparée parce que ce boîtier Diversity, c'était pas la raison de la panne, mais une conséquence de la panne. Le problème de déverrouillage à chaque fois que je m'approchais, il continuait d'exister. Je me suis rendu compte que la source du problème, c'était les poignées de la voiture. Que j'ai aussi commandé sur Ovoco, elles sont arrivées quelques jours plus tard, je les ai changées, ça prend 3 minutes à faire, et voilà, c'est réglé. Et si jamais en commandant sur Ovoco tu te trompes, par exemple si t'as acheté un turbo alors que ta voiture c'est une Atmo, déjà t'es con, bah tu peux la renvoyer gratuitement et tu peux même être remboursé dans les 14 jours qui suivent ton achat. Ovoco c'est une marketplace, donc en tant qu'acheteur, bah t'es protégé. Et comme on est sympa, grâce au code GDB, tu auras droit à 15% de remise sur les frais de livraison. Et ça va assez vite parce que si tu commandes des grosses pièces ou si t'en commandes plusieurs, bah les frais de livraison, ils s'additionnent et ils grossissent. Franchement, ça fait économiser un temps de dingue. T'as plus besoin de faire le tour des casses de ta région pour trouver besoin. Pas besoin d'aller la démonter toi-même. Tu cherches sur le site les photos des pièces que tu vois, c'est les pièces que tu vas recevoir chez toi et t'es livré à la maison. On vous met le lien en description et que vous fassiez vos réparations vous-même ou que vous alliez chez un mécano, essayez le site, vous allez adorer. Une expérience 100% française, on devrait dire une aventure, qui a donné naissance en 1984 à une voiture, la Venturi, à laquelle nous croyons beaucoup à turbo. Cette histoire elle rappelle beaucoup celle d'AMG. Deux ingénieurs, Hans Werner Hofreit et Erhard Melker, qui ont bricolé leur première Mercedes de course dans un garage, en catimini. Comme quoi, les grandes aventures automobiles, ça commence souvent dans un petit atelier. Et comme il y a toujours un grand homme derrière chaque marque, chez Venturi, bah en fait, ils étaient deux, Gérard et Claude. Ils travaillaient chez Eliez, deux collègues de travail qui s'entendent super bien et qui de temps en temps, quand ils discutent à la machine à café, ils rêvent de tout quitter pour créer leur propre bagnole. D'un côté, il y a Gérard, designer qui vient de chez Peugeot, il a dessiné les grandes lignes de la 205, une voiture qui a connu un succès incroyable. Et de l'autre côté, il y a Claude, le technicien. Les deux collègues ont 37 ans, on est début 1984. L'aventure est lancée comme un défi. Ils vont créer une voiture de sport de toutes pièces, en partant de zéro. Gérard démissionne et Claude continue à bosser, mais il met à disposition le garage de sa maison. Ils ont une détermination sans faille. Gérard travaille à temps plein sur la réalisation, Claude le rejoint le soir, les week-ends et pendant les vacances. Et les gars, ils travaillent dans le sous-sol du pavillon sans aucun moyen. Ils avaient rien, pas une thune. Ils avaient tellement pas de thune qu'ils faisaient même des dessins industriels pour une entreprise de pressoir à raisin, qui était pas loin de là. Et pas en échange d'argent, non, en échange de mousse polyuréthane ou de résine, qui leur permettait de construire leur première maquette de Venturi. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif complètement barré, présenter la voiture terminée au Mondial de Paris en 1984. Sans argent, sans notoriété, mais avec une volonté solide comme ma... Moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Après une première maquette à l'échelle 1/5 pour s'assurer que la bagnole ressemblait à quelque chose, et bah ils ont une maquette à l'échelle 1 qui est prête en octobre. Direction le Mondial de Paris! Ils sont tellement épuisés qu'ils n'arrivent même pas à conduire. Ils demandent à des potes de les emmener à Paris sur le Mondial. Sur le stand qu'ils ont appelé Godefroy, la voiture est équipée d'une mécanique de Golf GTI. Et vous savez quoi? L'accueil est incroyable. Elle est non roulante, mais l'habitacle est complet, le design est incroyable. Les gens, ils pensent vraiment que c'est pas une voiture française, mais une voiture italienne. Sauf que non, les gars qui l'ont faite, ils s'appellent Claude et Godefroy. Ça a rien d'italien. Bah non, nous on est français. Le Mondial de Paris produit les effets escomptés. Il attire des investisseurs. Et parmi eux, il y a un type qui s'appelle Hervé Boulan, qui sort du lot. Il vient avec un pote à lui qui s'appelle Philippe Belou. Et lui, il va concevoir les châssis dans les ateliers de Jean Rondeau. Pas très italien tout ça. La première vraie Venturi qui va rouler sera équipée d'un moteur de Peugeot 505 Turbo. C'est pas mal, mais pas dingue non plus. Fin 1985, Jean Rondeau décède dans un accident. L'équipe est bouleversée, mais elle continue. La motivation est toujours là. Désormais, la marque change de nom. Elle va s'appeler MVS pour Manufacture de Voitures de Sport. Toujours pas italien. La MVS Venturi est commercialisée avec sous son capot un V6 PRV. PRV, pour rappel, c'est pour Peugeot, Renault, Volvo.
qui ont ensemble conçu un moteur V6 parce qu'aucun d'entre eux n'en avait. Et ce moteur V6 PAV, vous le retrouvez d'ailleurs depuis des années dans toutes les voitures françaises qui veulent avoir une petite ambition sportive. Dans toutes les voitures, sauf dans la Fuego. La Venturi est commercialisée avec un V6 PAV sous son capot, elle est finie à la main et elle est dotée d'un excellent châssis. Elle surpasse de loin les Alpines qui sont déjà excellentes sur la route. À un moment, il y a la ville de Cholet qui leur ouvre ses portes grandes ouvertes. Mais pourquoi Cholet aurait fait ça? Bah, pour construire une usine, et voilà, paf, MVS est installé désormais à Cholet. Toute l'équipe est remobilisée et Godefroy est tellement motivé qu'il dessine une version cabriolet, la Transcup, avec un toit rigide escamotable, hyper en avance sur son temps. Mais l'argent commence à manquer. Un jour, il y a Godefroy qui débarque et qui demande à être payé pour tous les dessins qu'il a fait. Ils ont tellement pas de thunes qu'ils lui donnent une Venturi, neuve, en guise de salaire. Cool, je vais pouvoir dormir dans ma voiture, et pour payer mon loyer, bah, je dors dans ma voiture! Mais il n'empêche, la production des modèles s'enchaîne, 210 chevaux, 260 chevaux, toujours plus puissantes. Les voitures se vendent un petit peu, mais l'argent qui rentre ne suffit pas à couvrir les charges du fonctionnement d'une usine, même une usine à Cholet. Désolé les Cholétiens, j'ai rien contre vous, mais le nom de votre ville me donne l'image d'une usine pas chère. Pas d'argent, mais comment on va faire? Et bah là, tombe du ciel un type qui s'appelle Didier Prima, qu'on va appeler Dédé, un richissime héritier. Le mec, il a jamais travaillé de sa vie, mais il est pété de thunes jusqu'aux oreilles. On est en 1989. Prima, il rachète l'entreprise et il veut en faire son jouet, un truc avec lequel il s'amuse. Perdre de l'argent, il en a rien à foutre parce qu'il en a beaucoup trop. Et Dédé, il va nommer un certain Xavier de la Chapelle, qui est lui-même constructeur automobile, à la tête de l'entreprise. Nouveau logo, nouveau nom, Venturi, plus avec un Y mais avec un I. Désormais, les modèles des voitures prennent le nom de leur puissance. 210, 260, 400, etc. Et malgré tous ces efforts, Venturi n'est toujours pas rentable. Et à l'époque, Dédé, il se dit que pour devenir rentable, il faut d'abord être connu. Et la notoriété, pour en avoir, il faut faire un truc que tout le monde regarde. Et ce que tout le monde regardait à l'époque, c'était la Formule 1. Du coup, Dédé, il a cette idée de génie, on a tellement pas de thunes, on est tellement en perte qu'on va se lancer en F1. Bravo le veau, mangez des pommes, quelle idée de génie! Mais non, c'est de la merde, évidemment, vous allez vous planter les gars! On est en 1991 et Venturi décide de racheter 65% d'une écurie de F1 qui s'appelle Larousse. Et qui va devenir, Venturi Larousse. Sur le papier, ça claque, mais dans les faits, c'est un putain de désastre. La F1 de 1992, la Larousse LC 92, est propulsée par un V12 Lamborghini de plus de 700 chevaux. Sur le papier, incroyable. Les pilotes, Bertrand Gachot et Ukio Katayama. Je ne sais pas qui sont ces gens. Mais la voiture est lourde, peu fiable, tu m'étonnes, un moteur Lamborghini, et elle inscrit aucun point. Résultat, beaucoup de bruit, pas beaucoup de résultats, et des dépenses, vous vous en doutez, astronomiques. On est en Formule 1. Xavier de la Chapelle, lui, il était complètement contre cette idée de F1. Il y est allé, il y croyait pas, il leur a laissé leur chance, mais au bout d'un moment, il démissionne. Parce qu'il dit que si on colmate pas les fuites, si on n'arrête pas, le bateau va couler immédiatement. Heureusement, pendant que Venturi crame des millions à F1, les voitures de route, elles se vendent comme des petits pains. Non, pas du tout. Vraiment pas. La 400 Trophy à l'époque, qui est une voiture incroyable, exceptionnelle, et les seuls modèles qui se vendent, ils sont vendus à perte. Mais on s'en bat les couilles, la motivation est toujours là et Venturi sort la 400 GT. C'est une F40 à la française, 400 chevaux, un aileron à l'arrière démesuré et surtout c'est la première voiture de route au monde équipée de freins carbone céramique. Avant Ferrari, avant Porsche, avant n'importe qui. Et même s'ils ont arrêté la F1, ils continuent d'essayer de s'engager un peu en motorsport pour redorer leur image, pour exister auprès du public. Et ils lancent même une compétition monoformule qui s'appelle le Venturi Trophy. C'est une coupe monotype pour gentleman driver, enfin pour gens très très riches. C'est une jolie vitrine mais elle coûte très cher. Les voitures sont vendues à perte, même à prix fort, 489 000 francs à l'époque, qui comprenait ton engagement à la saison et la voiture, mais Venturi perdait énormément de thunes là-dessus. Bah oui, parce que même si la boîte perd des thunes, ça fait des années qu'elle tourne, et pour tourner, il faut de l'argent, il faut payer les salaires, et ces salaires, c'est Dédé qui continue de signer des chèques à la fin de chaque mois. Jusqu'au jour où quelqu'un va débarquer et lui dire stop. Et ce quelqu'un, c'est sa maman. Didier, qu'est-ce que c'est que ce bordel, espèce de fils de on a dit plus d'insultes. On t'a jamais appris la valeur de l'argent? T'as jamais travaillé de ta vie? Ah bah non, en fait, t'as jamais travaillé de ta vie. Pour vous donner un peu de contexte, Didier Prima, c'est l'un des descendants d'une famille richissime, les Schlumberger. Mais ils sont aussi riches qu'ils sont discrets. Et Didier, lui, il est un peu différent. Pendant que le reste de sa famille fait fructifier son héritage, lui, il crame de l'argent, c'est un putain de rebelle, il en a rien à foutre. Mais quand les pertes deviennent trop visibles et que le nom Schlumberger commence à apparaître dans la presse en lien avec Venturi et ses nombreux échecs, la famille panique. Madame Maman coupe les vivres et elle nomme un banquier qui est mandaté pour mettre fin à l'aventure. Entendez par là, fini les rêves de grandeur, une nouvelle fois, Venturi, à midi, c'est fini. En 1994, il y a un type qui s'appelle Hubert O'Neill qui rachète la marque. Lui, c'est un gestionnaire, pas un passionné, il s'en fout de la bagnole. Ce qu'il veut, c'est redresser la boîte, faire en sorte qu'elle rapporte de l'argent et qu'il devienne rentier. Il confie à Godefroy le design d'une nouvelle voiture, mais avec un budget minuscule, 4 millions de francs. Autant vous dire que dans le domaine de l'automobile, c'est rien. Mais Godefroy, qui lui est un vrai passionné, il va faire le boulot. Il va dessiner la Venturi 300 Atlantique, un véritable bijou de design. Un châssis de 400 GT, un V6 PAV,
conservé avec jusqu'à 310 chevaux dans sa version biturbo. Et peut-être que 310 chevaux en 2025 ça vous semble pas énorme, sauf qu'à l'époque, c'est largement la puissance du 911 turbo, d'une Lotus Esprit V8, des bagnoles qu'elle veut concurrencer directement. La voiture est prête, mais le problème c'est qu'il reste plus d'argent pour la produire, pour payer les salaires et qu'elle sorte des lignes de production. Ce qui fait que quand la banque arrête de les suivre, la production de cette nouvelle voiture s'arrête à 13 exemplaires. Venturi, game over. Enfin, game over, dans le monde de l'automobile, et encore plus dans le monde de l'automobile de luxe ou de sport, c'est jamais vraiment game over. La marque a acheté à plusieurs reprises, revendu à plusieurs reprises jusqu'à un certain Gildo Pastor, un riche monégasque. Il transfère tout à Monaco, tout sauf l'usine. Elle est revendue immédiatement, et du coup c'est fini les Venturi de route. Une triste affaire à suivre. Venturi, c'est l'histoire d'un rêve français, un rêve plus grand que nature, un rêve qui était peut-être un peu trop ambitieux. Si un jour vous croisez une Venturi, déjà, ça m'étonnerait que vous la reconnaissiez tout de suite parce qu'on en voit hyper rarement. Et sachez que ce jour-là, vous aurez vu un rare morceau de l'histoire automobile française. Un truc vraiment précieux et oublié de l'automobile comme on sait vraiment la faire chez nous. J'espère qu'un jour je pourrai en conduire une ou pas, j'espère qu'un jour vous en aurez une et que vous m'appellerez pour que je la conduise. Au total, Venturi aura produit environ 550 voitures de route. Elle continue à faire rêver. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager. On a besoin de vous pour grossir et pour faire des trucs encore plus dingues. Pensez aussi à cliquer sur le lien en description ou en commentaire épinglé. C'est celui de notre partenaire. Plus vous cliquerez dessus, plus ils se diront que vous avez de l'intérêt pour leur marque, plus on pourra faire de vidéos comme celle-ci. Merci à tous, ciao!